Une transformation chimique peut également être écrite de façon plus mathématique par l'équation de sa réaction. On écrit à gauche de la flèche les formules des réactifs, à droite, on note les formules des produits de la réaction chimique. Pour écrire l'équation d'une réaction chimique, il faut avant tout respecter la loi de conservation des éléments chimiques et des charges électriques, et cela de part et d'autre de la flèche. Cela signifie que chaque élément chimique présent dans les réactifs doit se retrouver dans les produits. Aucun élément chimique ne peut apparaître ou disparaître au cours d'une transformation. De la même façon, la charge globale électrique des réactifs doit être identique à la charge globale des produits. Pour cela, on écrit un nombre stoichiométrique devant chaque formule dans l'équation. Voyons cela dans un exemple. Lors d'un effort, le glucose emmagasiné dans le corps réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Nous allons voir comment écrire l'équation de la réaction associée à cette transformation. Nous allons voir maintenant la méthode qui nous permet d'écrire correctement l'équation associée à une transformation chimique. Il s'agit, dans un premier temps, d'identifier dans les données les réactifs et les produits, ainsi que leur état physique. Une fois ces réactifs et ces produits identifiés, nous pouvons écrire leur formule de part et d'autre de la flèche. Formule des réactifs à gauche, formule des produits à droite. Puis, nous allons compter le nombre d'atomes de chaque sorte de part et d'autre de la flèche. Nous procéderons de la même façon avec les charges électriques. On placera des nombres stoichiométriques devant chaque formule de réactifs et de produits, de façon à respecter les lois de conservation des éléments et des charges. Enfin, nous pourrons réécrire l'équation avec les nombres stoichiométriques correctement ajustés. Voyons ce que cela donne avec l'exemple vu précédemment. Lors d'un effort, le glucose emmagasiné dans le corps réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Dans cet énoncé, nous pouvons identifier le glucose comme réactif, ainsi que le dioxygène. On nous dit que la réaction formera du dioxyde de carbone et de l'eau. Nous identifions donc ici les produits de la réaction. Il s'agit maintenant de compter le nombre d'atomes de chaque sorte à gauche et à droite de la flèche. Nous voyons que la molécule de glucose comporte 6 atomes de carbone. Le carbone est présent à droite de la flèche dans la molécule de dioxyde de carbone, mais il n'y en a qu'un. Pour rendre compte de la conservation de l'atome de carbone, il est nécessaire de mettre un 6 devant la molécule de CO2 et ainsi de respecter la conservation de l'atome de carbone, 6 atomes de carbone à gauche de la flèche, 6 atomes de carbone à droite. La molécule de glucose comporte également 12 atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène sont présents dans la molécule d'eau au nombre de 2. Il s'agit donc de mettre un 6 devant la molécule d'eau, de façon à rendre compte de la conservation des 12 atomes d'hydrogène à gauche et à droite de la flèche. Pour ce qui est des atomes d'oxygène, il y en a 6 dans la molécule de glucose, 2 dans la molécule de dioxygène, à gauche de la flèche. À droite de la flèche, nous en trouvons dans la molécule de dioxyde de carbone et dans la molécule d'eau. Avec les nombres stoichiométriques, nous pouvons voir que nous avons déjà 12 atomes d'oxygène ici et 6 là. De façon à rendre compte de la conservation de ces atomes d'oxygène, il faut ajouter un 6 devant la molécule de dioxygène. Ainsi, 6 oxygènes plus 12 en font 18 à gauche de la flèche, 12 plus 6 en font également 18 à droite de la flèche. Nous avons respecté la conservation des éléments au cours de cette transformation en ajoutant un nombre stoichiométrique 6 devant O2, 6 devant CO2 et 6 devant H2O. Pour ce qui est des charges électriques, aucune charge n'étant présente à gauche de la flèche, aucune charge n'a à être présente à droite de la flèche. Nous pouvons également ajouter un nombre stoichiométrique 1 devant la molécule de glucose, mais on choisit de ne pas écrire ce nombre stoichiométrique. Voyons maintenant l'interprétation de cette équation de réaction chimique. Les nombres stoichiométriques, que l'on ajoute de façon à respecter les lois de conservation, rendent compte en fait des proportions dans lesquelles les réactifs vont réagir entre eux et les produits vont apparaître. Ces proportions sont des proportions en quantité de matière.
ce qui nous donne pour l'exemple vu précédemment, dans lequel C6H12O6 réagissait avec 6O2 pour former 6CO2 et 6H2O, une lecture en quantité de matière qui donne 1 mol de C6H12O6 réagit avec 6 mol d'O2 pour former 6 mol de CO2 et 6 mol d'H2O. Il s'agit ici de proportion, c'est-à-dire que l'on se rend compte que 1 mol de C6H12O6 réagit avec 6 fois plus d'O2 pour former autant de CO2 que d'O2 consommé et autant d'H2O que de CO2. On peut donc refaire cette phrase, quelle que soit la quantité de matière de glucose réagissant. Par exemple, de façon plus générale, on peut choisir X mol de C6H12O6 qui réagiront avec 6 fois plus d'O2, c'est-à-dire 6X mol d'O2, pour former 6X mol de CO2 et 6X mol d'H2O. Il existe donc des relations entre les quantités de matière de réactifs et de produits. Dans l'exemple vu précédemment, nous avons dit que 1 mol de C6H12O6 réagissait avec 6 mol d'O2. On peut donc dire que la quantité de matière d'O2 est 6 fois plus grande que celle de C6H12O6. N de O2 est égal à 6 fois N de C6H12O6. De la même façon, nous avons vu que 1 mol de CO2 réagissant avec 6 mol d'O2 donne 6 mol de CO2 et 6 mol d'H2O, donc la quantité de matière d'O2 est égale à la quantité de matière de CO2 produit, qui est lui-même égal à la quantité de matière d'H2O produit. Donc N de O2 consommé est égal à N de CO2 produit, qui est égal à N de H2O produit. Ces proportions, indiquées par l'équation, sont ce que l'on appelle les proportions stoichiométriques. Elles nous indiquent les proportions dans lesquelles les réactifs vont réagir et les produits vont apparaître. Ces proportions peuvent être respectées lors de l'introduction des réactifs dans le milieu réactionnel. Si ces réactifs sont effectivement introduits dans les proportions stoichiométriques, ils seront totalement consommés, c'est-à-dire qu'il ne restera plus aucun réactif à l'état final dans le système. Par contre, si ces réactifs ne sont pas introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire si un des réactifs est introduit en excès par rapport à l'autre, ce réactif introduit en excès ne sera pas totalement consommé et il en restera à l'état final. Le réactif qui, lui, sera totalement consommé sera le réactif limitant. C'est celui dont la disparition impliquera l'arrêt de la transformation.